Nous avons des rovers qui circulent sur Mars en ce moment même. Nous possédons un télescope capable de photographier des galaxies situées à 13 milliards d'années, lumière. Nous pouvons suivre un vaisseau spatial de la taille d'un piano à queue sur 4 milliards de kilomètres d'espace vide et communiquer avec lui en temps réel. Et pourtant, envoyer une sonde vers Pluton a nécessité 50 ans de planification. Et elle n'y est arrivée qu'en 2015, pour un unique survol qui a duré quelques heures. Nous n'avons toujours pas réussi à l'orbiter. Nous n'y avons jamais atterri. Et l'étoile la plus proche en dehors de notre système solaire est si éloignée qu'aucune technologie de propulsion que nous possédons actuellement ne pourrait l'atteindre au cours d'une vie humaine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui rend précisément ces deux destinations si fondamentalement différentes de tout ce que nous avons exploré jusqu'ici ? Dans cet épisode, nous allons détailler précisément comment envoyer quelque chose sur Pluton, l'assistance gravitationnelle, les calculs de carburant, le voyage de 9 ans. Et ensuite, nous allons transposer tout cela à l'étoile la plus proche. Car il existe un problème lié aux voyages interstellaires dont presque personne ne parle. Et c'est peut-être le plus difficile de tous. Pluton est une planète naine, située à une distance moyenne de 3,67 milliards de kilomètres du Soleil. Cette distance à elle seule suffit à rendre n'importe quelle mission extrêmement difficile. Mais la distance n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est la vitesse et ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Pour atteindre Pluton dans un délai raisonnable, un vaisseau spatial doit quitter la Terre à une vitesse énorme. Lancée en 2006, la sonde New Horizons a quitté la Terre à 50 000 km/h, la vitesse de départ la plus rapide jamais atteinte pour un engin spatial quittant la Terre. À cette vitesse, on pourrait voyager de New York à Los Angeles en environ 4 minutes. Mais transporter le carburant nécessaire pour atteindre cette vitesse représente en soi un problème d'ingénierie colossal. C'est ce qu'on appelle la tyrannie de l'équation de la fusée. Plus vous transportez de carburant, plus le vaisseau spatial devient lourd. Plus un objet est lourd, plus il faut de carburant pour le déplacer. Ce carburant supplémentaire le rend encore plus lourd. La relation entre la consommation de carburant et la vitesse est exponentielle et non linéaire, et elle se dégrade très rapidement. Pour atteindre ne serait-ce que 1% de la vitesse de la lumière avec des fusées chimiques classiques, il faudrait environ 10 puissance 26 kg de carburant par kilogramme de vaisseau spatial. Cela représente une masse supérieure à celle de la planète Terre. Solution peu pratique. Alors, comment New Horizons a-t-il fait ? La réponse est qu'il ne transportait pas assez de carburant pour atteindre Pluton par ses propres moyens. Au lieu de cela, elle a emprunté sa vitesse à Jupiter. 13 mois après son lancement, New Horizons a survolé Jupiter. La sonde a utilisé l'énorme gravité de la planète comme une fronde, accélérant de 9500 TeV supplémentaires sans consommer un seul gramme de carburant. Cette manœuvre a permis de raccourcir le voyage de 3 ans. L'assistance gravitationnelle n'est pas un tour de passe-passe. Il s'agit de physique authentique. Le vaisseau spatial prélève une infime fraction du moment cinétique orbital de la planète, si petite que l'orbite de Jupiter elle-même s'en trouve affectée de manière incommensurable, et la convertit directement en vitesse pour le vaisseau spatial. Il s'agit d'énergie libre, extraite du mouvement planétaire. Mais l'assistance par gravité exige une précision extraordinaire. Pour voler la vitesse de Jupiter, il faut arriver exactement au bon endroit dans l'espace, au bon moment. À quelques centaines de kilomètres près, la géométrie flanche. La fenêtre de lancement pour New Horizons, qui permettait une assistance gravitationnelle de Jupiter, était étroite. Si on l'avait manqué, le voyage vers Pluton aurait duré 5 ans de plus. Même avec l'aide de Jupiter, New Horizons a mis 9 ans et 5 mois pour atteindre Pluton. Lorsqu'il est arrivé, il est passé à 12 500 miles au-dessus de la surface, à 36 000 millipsétage. L'incident n'a duré que quelques heures. Il était impossible de ralentir. Emporter suffisamment de carburant pour décélérer et se mettre en orbite autour de Pluton aurait rendu le vaisseau spatial si lourd qu'il n'aurait tout simplement pas pu être lancé. Il a donc traversé la zone sans s'arrêter, capturant autant de données que possible en quelques heures, puis a continué sa route vers l'extérieur du système solaire.
Après Pluton, New Horizons a atteint Arrokoth, un petit objet de la ceinture de Kuiper situé à environ 6,6 milliards de kilomètres du Soleil, ce qui en faisait l'objet le plus éloigné jamais visité par un engin spatial le 1er janvier 2019. La distance crée 2 obstacles supplémentaires qui n'existent pas pour les missions plus proches de nous. La première, c'est le pouvoir. À la distance de Pluton, le Soleil n'apparaît que comme une étoile très brillante. Les panneaux solaires ne produisent pratiquement aucune énergie utile dans cette région. La lumière du Soleil est environ 10 000 fois plus faible qu'au niveau de la Terre. C'est pourquoi New Horizons fonctionne grâce à un générateur thermoélectrique à radioisotope, ou RTG, un dispositif qui convertit la chaleur issue de la lente désintégration radioactive du plutonium-238 en électricité. Elle ne produit qu'environ 200 watts au lancement, soit moins que 2 ampoules à incandescence classique. Il s'agit du budget énergétique nécessaire pour chaque instrument, chaque élément chauffant et chaque transmission à bord du vaisseau spatial. La seconde est une forme de communication. Les signaux radio se propagent à la vitesse de la lumière. À la distance de Pluton, un signal met environ 4,5 heures pour parcourir une distance aller simple. Une question posée depuis la Terre reçoit une réponse au minimum 9 heures plus tard. Aucun contrôle en temps réel n'est possible. Chaque séquence de commande doit être préprogrammée et téléchargée plusieurs jours à l'avance. En cas de problème, le vaisseau spatial devra se débrouiller seul. Vous aimez les récits spatiaux rigoureux et vérifiés? Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Sinon, YouTube ne vous montrera pas les vidéos suivantes et vous manquerez nos prochaines révélations. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Elle se situe à 4,24 années-lumière, soit environ 25 billions de kilomètres. Voyager 1. L'objet le plus rapide jamais envoyé par l'humanité dans l'espace lointain voyage actuellement à environ 38 000 milles illustrepsis. À cette vitesse, il faudrait environ 76 000 ans pour atteindre Proxima Centauri, si elle se dirigeait dans cette direction, ce qui n'est pas le cas. 76 000 ans. L'ensemble de la civilisation humaine enregistrée n'a qu'environ 10 000 ans. La propulsion conventionnelle n'est donc pas un sujet de discussion qui mérite d'être abordé. Les fusées chimiques, les moteurs ioniques, même les moteurs à plasma les plus avancés que nous utilisons actuellement, tous atterrissent dans la même gamme de temps de trajet, des dizaines de milliers d'années. Aucun d'entre eux n'est un candidat sérieux pour une mission interstellaire. Pour atteindre Proxima Centauri dans un délai raisonnable, disons en moins de 100 ans, un vaisseau spatial devrait voyager à une vitesse représentant environ 3% à 10% de celle de la lumière. Cela représente une vitesse comprise entre 20 et 67 millions de miles par heure. Nous n'avons jamais été aussi près d'y parvenir, avec aucun système de propulsion. Il existe une poignée de concepts de propulsion, qui pourraient théoriquement atteindre les vitesses nécessaires. Aucun n'est facile. La propulsion nucléaire pulsée, le concept le plus étudié pour atteindre de véritables vitesses interstellaires. Un vaisseau spatial déclenche une séquence rapide de bombes nucléaires derrière une grande plaque de poussée, absorbant l'onde de choc et la convertissant en accélération. Des études menées dans les années 1970, dans le cadre du projet Daedalus, suggéraient que cela pourrait théoriquement atteindre 12% de la vitesse de la lumière, rapprochant ainsi Proxima d'un temps de voyage d'environ 36 ans. Une version habitée nécessiterait un vaisseau spatial d'une masse de plusieurs centaines de milliers de tonnes et une plaque de poussée de plus de 90 mètres de diamètre. L'ingénierie à elle seule est un défi de plusieurs générations et les traités internationaux interdisant les armes nucléaires dans l'espace constituent un obstacle supplémentaire évident. La propulsion par voile laser, le concept le plus prometteur à court terme. Au lieu de transporter du carburant, le vaisseau spatial ne transporte qu'une grande voile réfléchissante ultra mince. Un puissant réseau de lasers au sol ou dans l'espace concentre un faisceau sur cette voile, par l'arrière, la propulsant à des vitesses extraordinaires, sans aucun propulseur embarqué. C'est le concept qui sous-tend Breakthrough Starshot, une initiative de recherche dotée d'un budget de 100 millions de dollars. Le concept Starshot propose d'accélérer des sondes de l'ordre du gramme, chacune ayant environ la taille et le poids d'un timbre-poste, à 20% de la vitesse de la lumière, soit environ 134 millions de miles par heure. À cette vitesse,
Le voyage jusqu'à Proxima Centauri prend environ 20 ans. Ajoutez 4 ans au temps nécessaire au signal pour revenir sur Terre. Et les données d'un autre système stellaire pourraient nous parvenir de l'ordre d'une vie humaine. Les défis sont considérables. Le réseau laser nécessaire devrait fournir environ 100 gigawatts de puissance focalisée. Les particules de poussière interstellaire, qui frappent la sonde à 20% de la vitesse de la lumière, transportent l'énergie de petites explosions. Le système de communication doit tenir à l'intérieur d'un vaisseau spatial pesant quelques grammes. Rien de tout cela n'est impossible, mais rien de tout cela n'existe encore. Il existe un obstacle dont on ne parle presque jamais dans les discussions sur les voyages interstellaires, et c'est peut-être le plus difficile de tous. Amener un vaisseau spatial à 20% de la vitesse de la lumière est un problème, mais le faire ralentir à son arrivée est un problème totalement différent, d'une difficulté équivalente. Dans l'espace, il n'y a pas de frottement. Une fois qu'un vaisseau spatial atteint sa vitesse de croisière, il maintient cette vitesse indéfiniment, moteurs éteints. C'est utile pour les longs voyages. On ne consomme du carburant qu'au début et à la fin, mais cela signifie que la phase de décélération nécessite exactement autant d'énergie que la phase d'accélération. Pour le concept Starshot, ce n'est pas un problème. Ces sondes ne sont pas conçues pour s'arrêter. Ils survolent le système Proxima à toute vitesse, photographiant tout ce qu'ils peuvent pendant les brèves secondes du passage au plus près, puis continuent leur route vers l'espace interstellaire pour toujours. Ce sont essentiellement des appareils photo très rapides effectuant un trajet aller simple. Mais pour toute mission nécessitant une mise en orbite, un atterrissage ou un équipage, les problèmes de décélération deviennent catastrophiques. Si un vaisseau spatial accélère jusqu'à 10% de la vitesse de la lumière et doit ensuite ralentir à l'arrivée, il a besoin de suffisamment de carburant pour les deux manœuvres. Selon l'équation des fusées, cela ne double pas la quantité de carburant nécessaire, cela la met au carré. La quantité de carburant nécessaire devient tellement énorme qu'elle compromet tout le principe de la mission. Une solution proposée consiste à utiliser la lumière de l'étoile de destination comme frein, une voile laser fonctionnant en sens inverse, les photons de l'étoile poussant contre la voile par l'avant à mesure que le vaisseau spatial s'approche. En théorie, cela pourrait permettre une décélération en douceur sans carburant embarqué. En pratique, cela exige une précision extraordinaire dans le déploiement des voiles et n'a jamais été démontré à aucune échelle. C'est là le défi fondamental qui distingue un survol de la Terre d'une véritable mission interstellaire. Survoler une destination est difficile. Arriver en réalité à destination, ralentir, se mettre en orbite et renvoyer des données scientifiques significatives sur des années plutôt qu'en quelques secondes est un problème d'une toute autre ampleur. Atteindre Pluton a nécessité 9 ans, une assistance gravitationnelle de Jupiter, un survol de plusieurs heures et 50 ans de planification. Nous ne sommes jamais retournés en arrière. Atteindre Proxima Centauri avec n'importe quelle technologie existante prendrait plus de temps que la civilisation humaine n'existe. Avec la technologie la plus optimiste actuellement à l'étude, nous pourrions envoyer une sonde de la taille d'1 gramme, qui arriverait dans 20 ans et renverrait des données dans 20 ans. Rien de plus grand, rien avec équipage, rien qui ralentisse. Il ne s'agit pas d'échecs liés à un manque d'ambition ou de financement. Elles sont le résultat honnête des lois physiques du mouvement des objets dans l'espace. Et les distances en jeu sont si vastes que même la vitesse de la lumière commence à paraître lente. L'univers ne correspond pas aux attentes humaines. Le système solaire à lui seul est suffisamment vaste pour nécessiter des années de voyage avec nos meilleures technologies. L'étoile la plus proche est 6800 fois plus éloignée que l'objet le plus éloigné jamais visité par un engin spatial. Ce n'est pas décourageant. Cela clarifie les choses. Comprendre précisément où réside la difficulté, l'équation de la fusée, l'assistance gravitationnelle, les contraintes de puissance, le problème de la décélération est la première étape vers sa résolution. Et le fait que nous discutions déjà de propositions techniques concrètes pour les sondes interstellaires plutôt que de pure théorie signifie que le débat a évolué. Nous ne sommes pas au début de cette histoire. Nous nous situons quelque part au milieu de là. Nous avons expliqué combien de temps il faudrait pour traverser la Voie lactée et pourquoi même la vitesse de la lumière ne suffit pas. Regardez, combien de temps faudrait-il réellement
pour traverser notre galaxie. Ces chiffres changeront à jamais votre vision du ciel nocturne.